Eh bien voilà pour cette quatrième séance du séminaire Philosophie du langage et de l'esprit. J'ai le plaisir d'accueillir Michael Muret, qui est un spécialiste, il est maître de conférence à l'Université de Nantes, dans le département de philosophie, et il est spécialiste de la question des dossiers mentaux, à laquelle j'ai consacré 2 années de cours, l'année précédente et celle encore avant, celle qui a été perturbée par le Covid, la première. Donc c'est pourquoi j'ai fait 2 ans, parce que je n'avais pas pu venir à bout du sujet. Donc lui-même est bien connu pour ses travaux sur la question et il avait consacré sa thèse. Et sinon, son domaine de spécialité, c'est ce qu'on appelle parfois la philosophie de la psychologie. C'est un domaine qui se trouve, qui s'intéresse à la frontière entre, disons, la philosophie de l'esprit et les recherches empiriques en psychologie cognitive. C'est un domaine qui s'est beaucoup développé ces derniers temps, qui fait un peu le parallèle avec ce qui se passe du côté de la philosophie du langage, où il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de près à cette espèce de frontière entre la philosophie du langage et la linguistique. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il va certainement nous parler un peu de cet aspect des choses, c'est-à-dire des relations que c'est une théorie comme la théorie des dossiers mentaux, relation que peut avoir cette théorie avec des phénomènes empiriques comme ceux dont s'occupent les psychologues. Et je lui laisse la parole immédiatement. Merci beaucoup François, merci à tous d'être venus. Merci aussi de m'avoir invité, c'est un honneur et un plaisir. Et en effet, je vais parler d'un thème et d'une question éminemment rekanatienne, puisqu'il s'agit en effet de discuter de cette théorie des fichiers mentaux et de soulever la question de leur transparence. On va voir tout de suite ce que ça veut dire. Alors c'est vrai que je vais parler des rapports avec les sciences cognitives, la psychologie empirique, mais tout comme le cours s'était achevé par du Descartes, je vais commencer aussi par du Descartes. Alors, quand Descartes définit ce qu'il entend par pensée, il dit la chose suivante, il dit « Par le mot de pensée, j'entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes. » C'est pourquoi non seulement entendre, au sens de comprendre, vouloir, imaginer, mais aussi sentir, est la même chose ici que penser. Donc cette conception disons, traditionnelle, cartésienne de la pensée, la définit par l'accès spécial en première personne, transparent, qu'on a à notre propre pensée. C'est pour ça que quand on a un personnage comme dans cette petite bande dessinée qui se demande à quoi il est en train de penser, ça nous fait un peu sourire, c'est un peu paradoxal puisque il semble intuitif de croire justement que la pensée, c'est précisément ce à quoi on a un accès absolument immédiat. On sait à quoi on pense. Alors bien sûr, depuis Descartes, cette conception du mental, cette conception de la pensée comme ce à quoi on a un accès absolument transparent de l'intérieur en première personne a été fréquemment remise en cause de différentes manières. Je mentionnerai simplement un exemple récent, amusant parmi d'autres. Donc, je ne sais pas qui ici... Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ne rêvent qu'en noir et blanc? Probablement personne. Alors, ce qui est frappant, c'est que certains chercheurs, comme Eric Schwitzgebel et ses collègues Huang et Zhou, ont constaté qu'il y a une corrélation notable entre le nombre de personnes qui disent qu'ils ne rêvent qu'en noir et blanc et le fait de vivre dans des contextes, dans des sociétés, à des moments ou dans des lieux où la télévision est en noir et blanc. C'est curieux. C'est-à-dire, plus on vit dans une société où la télévision est en noir et blanc, plus on dit « moi, mes rêves ne sont qu'en noir et blanc ». Alors, il y a 2 possibilités. Une possibilité, c'est que la télé en noir et blanc fait que les gens ont effectivement des rêves en noir et blanc, mais ce n'est pas l'hypothèse de ces auteurs. L'hypothèse de ces auteurs, c'est que c'est un exemple parmi d'autres de l'opacité de certains aspects, du moins, de notre vie mentale, c'est-à-dire que peut-être que les gens, tout simplement, se trompent sur le fait de savoir si leurs rêves sont vraiment en noir et blanc ou en couleur, ce qui paraît plausible. Alors, on a un accès très indirect, très imparfait à nos rêves, ça peut sembler ne pas remettre profondément en cause cette conception cartésienne du mental, de dire que
peut-être des fausses théories sur nos rêves, pourquoi pas. Mais ce qui est peut-être plus important philosophiquement, c'est la question du type d'accès ou de la transparence de nos concepts. Et on trouve en philosophie une thèse alors qui est d'inspiration cartésienne au sens très large, qui reste très massivement acceptée, qui est, je pense, la conception dominante, qui dit que les concepts sont transparents à peu près au sens suivant. Alors je vais commencer par le type de formulation qu'on trouve habituellement. Ça serait la thèse selon laquelle un penseur, un sujet, peut savoir simplement sur la base de l'introspection quand les concepts qu'il déploie dans sa pensée sont identiques ou différents les uns des autres. Donc ça, c'est une thèse de transparence qui est encore très défendue en philosophie. Mais il y a bien sûr un débat qui est devenu classique, suite notamment aux travaux de Paul Bogossian et d'autres, qui concerne la question de savoir si cette thèse de la transparence des concepts est ou non compatible avec une autre thèse qui peut sembler convaincante sur les concepts, à savoir la thèse dite externaliste. Alors, l'idée de l'externalisme, ça serait l'idée selon laquelle l'identité d'un concept, ce qui fait que c'est le même concept ou un concept différent, dépend en partie des relations entre celui dont c'est le concept, le penseur, et son environnement, des aspects de son environnement. Ça peut être son environnement physique ou son environnement social. Et donc il y a potentiellement une tension ou une incompatibilité entre ces thèses qui est très discutée. Alors moi, mes buts aujourd'hui, je ne vais pas avoir grand-chose d'intéressant ou de nouveau à dire sur ce débat que je viens de mentionner, la question de l'incompatibilité, de l'externalisme avec la transparence des concepts. Il y a déjà trop de choses qui ont été dites dessus. À la place, j'ai 3 buts principaux. Le premier, ça va être d'essayer de proposer une certaine manière de comprendre la thèse de la transparence, justement, qui, selon moi, aurait certains avantages par rapport aux formulations qu'on trouve souvent en termes d'accès introspectif, d'accès privilégié. Mon deuxième but, ça sera de montrer que si jamais on adopte une conception de ce que c'est qu'un concept, une théorie des concepts, qui est justement celle de philosophes comme François Recanati, qui est sans doute l'un des principaux défenseurs de cette thèse, si on dit les concepts, ce sont des dossiers mentaux, eh bien, ça menace leur transparence, et ça menace leur transparence même si on adopte une théorie des fichiers mentaux qui n'est pas externaliste. Ça serait un nouveau conflit, une nouvelle menace pour la transparence des concepts par rapport à celle dont on discute le plus souvent. Donc selon moi, la menace contre la transparence concerne en fait toute approche suffisamment robuste des concepts, et je vais expliquer par la suite ce que j'entends par une approche suffisamment robuste des concepts. Malgré cela, c'est mon troisième objectif, je vais essayer de défendre une version de la thèse de la transparence. Je vais appeler ça une version modeste de la transparence, des concepts ou des dossiers mentaux, qui, je l'espère, permet de concilier l'essentiel des rôles explicatifs ou théoriques qui sont censés jouer en philosophie avec l'idée qu'ils sont robustes. Alors, le plan de mon exposé est le suivant. Je vais commencer par proposer une clarification de ces notions un peu techniques de concept et de transparence au sens pertinent. Je vais ensuite présenter cette théorie. Alors peut-être que beaucoup de gens ici la connaissent suite au séminaire et au cours de François Recanati, mais je ne vais pas le présupposer. Je vais donc présenter à ma manière, assez brièvement, cette théorie qui identifie les concepts à des fichiers mentaux, à des dossiers mentaux. J'emploie le terme fichier, c'est pareil que dossier. Je vais ensuite discuter des menaces qui pèsent contre la transparence des fichiers mentaux, ces menaces externalistes et surtout, même pour des théories internalistes. Je vais ensuite discuter de certaines réponses qu'on peut faire ou présenter de manière critique des manière d'envisager ces menaces. Et enfin, je vais défendre la version modeste de la transparence des fichiers qui, d'après moi, paraît néanmoins convaincante. Alors, qu'est-ce que j'entends par concept? Les concepts, c'est ce qui joue le rôle de ce que Gottlob Frege, dont il était question tout à l'heure également, appelle des modes de présentation. C'est-à-dire, c'est ce qui nous permet de représenter un objet en tant que tel ou tel objet. C'est une conception générale de la pensée sur laquelle il y a une certaine structure.
la pensée, comme le langage, aurait une structure en constituant, c'est-à-dire que nos pensées complexes, en nombre infini, seraient formées en recombinant un stock fini d'éléments. Ça serait ça les concepts. Et donc l'analogie serait entre le fait qu'on est capable de former potentiellement un nombre infini de phrases en recombinant un stock fini de mots. De la même manière, ce qui joue à peu près le rôle des mots dans les phrases, mais au niveau de la pensée, ça serait les concepts qui seraient donc les constituants de la pensée. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a le même concept ou des concepts différents? On pourrait penser, d'abord, c'est tout simplement ce dont c'est le concept, ce à quoi renvoie, ce à quoi fait référence dans la réalité un concept. Néanmoins, il y a des objections bien connues contre cette théorie qui aurait l'avantage de la simplicité, qui est qu'on ne peut pas traiter comme identiques tous les concepts qui font référence à la même chose, qui coréfèrent de facto dans la réalité, comme disent parfois les philosophes. D'abord parce que, comme vous le savez, puisque vous suivez notamment un séminaire sur la fiction, certains concepts n'ont tout simplement pas de référent. Ça se discute pour savoir si les concepts fictionnels n'en ont pas ou s'ils en ont plusieurs, mais je vais simplement postuler que certains concepts n'ont pas de référent et qu'on ne veut pas identifier tous les concepts qui n'ont pas de référent. Le concept de Père Noël, ce n'est pas la même chose que le concept de Pégase. Et puis, surtout, parce que même quand il y a un référent dans le monde réel, un objet auquel renvoie le concept, la référence est opaque. C'est-à-dire que le sujet n'y a justement pas accès de manière immédiate, et donc il peut venir à attribuer au même objet des propriétés contradictoires ou incompatibles, sans qu'il puisse s'en apercevoir, puisqu'il ne sait pas que c'est le même objet, et donc sans être irrationnel. Donc, typiquement, vous pouvez penser, par exemple, que Gary est un grand écrivain, que Hajar, c'est un écrivain médiocre. Comment ça se fait? Ça serait potentiellement explicable par le fait, non pas que vous avez des croyances irrationnelles qui seraient contradictoires, mais simplement que vous représentez le même individu dans la réalité en tant que Hajar ou en tant que Gary, sous deux modes de présentation, moi je dirais sous deux différents concepts. Donc c'est ça le rôle des concepts, c'est de nous permettre de rendre compte de ce genre de phénomène, de l'opacité de la référence mentale. Donc les concepts jouent le rôle des modes de présentation pour Frege. Et l'identité entre concepts va nous permettre de rendre compte donc des phénomènes où on a non seulement de la coréférence de fait entre des constituants de nos pensées, mais une coréférence déjurée. C'est présupposé qu'ils coréfèrent, ou ce que je vais appeler, à la suite d'autres philosophes, la coordination entre pensées. Alors qu'on peut illustrer cette notion de coordination de la manière suivante. Prenez les deux inférences suivantes. Gary a remporté le prix Goncourt en 1956, Hajar l'a remporté en 1975. Hajar n'est autre que Gary, identique à Gary, donc quelqu'un a remporté 2 fois le prix Goncourt. Pour que cette inférence soit valide, c'est bien sûr absolument crucial qu'il y ait cette troisième prémisse qui nous dit Hajar n'est autre que Gary. Sinon, il manque quelque chose. Ce serait complètement bizarre de passer des 2 premières prémisses directement à la conclusion. Pourquoi? On dira avec ce vocabulaire de la coordination que c'est parce que les occurrences de Hajar ne sont pas coordonnées avec celles de Gary. Elles coréfèrent de facto, mais pas déjurées. Donc on a besoin d'une prémisse d'identité indispensable. Par contraste, si on a tout simplement Gary a remporté le Goncourt, il l'a remporté en 1975, donc quelqu'un a remporté 2 fois le Goncourt, dans ce cas-là, les occurrences de Gary et du pronom anaphorique sont coordonnées. C'est présupposé qu'elles coréfèrent. Donc on représente immédiatement l'identité du référent. On n'a pas besoin de passer par une prémisse d'identité supplémentaire. On pourrait faire la même chose, éventuellement simplement en employant à nouveau le même nom propre. Et donc le fait que c'est le même nom propre correspondrait à l'idée que les pensées sont coordonnées dans ce genre de cas. Donc un des rôles de ce qu'on va appeler les concepts en philosophie, ça va être tout simplement de permettre de rendre compte de ce phénomène de la coordination. Un modèle extrêmement simple de la coordination consiste à dire que des constituants de pensée sont coordonnés dans la mesure où ils correspondent au même concept. C'est-à-dire que d'après
alors cette conception de la coordination, j'appelle la coordination comme identité conceptuelle. La relation entre des constituants de pensée qui correspond à la coordination, c'est tout simplement leur identité, l'identité des concepts. Notez que, même si ça paraît intuitif, ce n'est pas non plus absolument ou complètement trivial. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un système dans lequel des représentations qui ne sont pas du même type sont coordonnées. Donc si on prend les apparences superficielles du langage au sérieux, apparemment, quand on a, comme dans l'exemple que je donnais tout à l'heure des anaphores, de la reprise pronominale, on n'a pas l'impression, du moins en surface, qu'on a le même mot pour rendre compte de la coordination. Ajar et il, ce n'est pas le même mot. Néanmoins, on aurait ce phénomène où l'identité est présupposée, est immédiatement représentée, où la coréférence est déjouée. Donc ça va être un rôle très important pour les concepts. Et pour pouvoir jouer ce rôle, eh bien, les concepts vont devoir avoir certaines propriétés, il va y avoir certaines contraintes qui vont peser sur ce que peut être un concept. Et l'une de ces contraintes, généralement acceptée, c'est l'objet principal de cet exposé, c'est l'idée qu'il y a une contrainte de transparence sur les concepts. Pour résumer brièvement pourquoi on peut penser ça, l'idée est la suivante. Pourquoi on fait appel à des concepts? Pourquoi on introduit cette notion de concept plutôt que simplement, par exemple, caractériser les pensées en termes des objets ou des propriétés dans le monde sur lesquels ils portent? C'est pour fournir une caractérisation des pensées des sujets qui permet de mieux expliquer et prédire leur comportement. Donc, quelqu'un qui sait que Gary est un grand écrivain ne va pas forcément penser que Ajar est un grand écrivain. Pour expliquer ça, il faut pouvoir distinguer ces concepts de Gary et de Ajar. Et donc on a introduit ce niveau des concepts ou modes de présentation pour pouvoir mieux expliquer et comprendre ce que font les sujets, ou comment ils raisonnent, comment ils pensent, comment ils agissent. Et aussi tout simplement pour pouvoir mieux évaluer quand un sujet est rationnel ou irrationnel. Quand est-ce que ce qu'il croit est contradictoire? Donc si on avait simplement des contenus référentiels qui sont opaques, on serait obligé de dire que celui qui croit que Ajar est un grand écrivain, mais que Gary n'est pas un grand écrivain, croit une contradiction, ça suggère qu'il est irrationnel. À la place, si on arrive à distinguer ces concepts, on peut rendre compte du fait qu'il n'y a rien d'irrationnel là-dedans. Donc pour jouer ces rôles-là d'explication, de prédiction du comportement, évaluation de la rationalité des sujets, on suppose généralement, comme le dit François Recanati, que si les modes de présentation ne sont pas transparents, il n'y a aucune raison de passer d'une caractérisation purement en termes référentiels de la pensée à une caractérisation en termes de mode de présentation. On introduit les concepts parce qu'ils permettent de rendre compte de la manière dont le sujet se représente la réalité, et donc de ce qui est rationnel de son point de vue, de sa propre perspective. Ça donne une raison de penser que les concepts doivent être transparents. Alors, qu'est-ce que c'est que la transparence? J'ai déjà donné une première formulation, mais voilà souvent comment on formule cette idée. Ça serait l'idée que pour deux concepts, C et C', un sujet S peut savoir a priori, indépendamment de l'expérience, sur la seule base de l'introspection, que ces concepts C et C' sont identiques s'ils sont identiques. On dira parfois que c'est la transparence de l'identité des concepts. Et que C et C' sont différents s'ils sont différents. Transparence de la différence. Alors cette version-là de la contrainte de transparence, suivant philosophe suédoise Esa Wigforss, je vais appeler ça la transparence d'accès, puisque ça concerne l'accès introspectif qu'on a au concept. Alors, ce genre de formulation a quelques limites. Si on la prend peut-être un peu trop littéralement, elle suggère fortement que la transparence des concepts va avec la capacité à former des connaissances à propos de ces concepts, des connaissances d'ordre supérieur, penser à l'identité ou à la différence entre ces concepts. Alors je ne sais pas vous, mais moi il m'arrive très rarement de penser à l'identité ou la différence de mes concepts. Ce genre de connaissances métaconceptuelles semble donc jouer un rôle assez limité dans l'explication du raisonnement et du comportement ordinaire, même
chez les créatures sophistiquées comme vous, qui sont capables de former ce genre de jugement d'ordre supérieur. Et une autre raison, alors qui est un peu plus technique, mais je la mentionne parce qu'elle joue un rôle ici, c'est que cette notion de transparence d'accès est problématique pour toute une famille de théories des concepts. Justement, toutes les familles de théories des concepts qui disent que les concepts sont des représentations mentales. Alors, j'emploie pas ce terme exactement dans le même sens, peut-être, où il était employé à l'instant, où il était distingué de l'idée de confrontation. Je l'utilise de manière plus générale. Ce que je veux dire ici par représentation mentale, c'est parfois ce qu'on appelle des véhicules de représentation, quelque chose comme des symboles mentaux. Je vais revenir sur cette notion tout à l'heure, par opposition avec des contenus intentionnels. Donc, pour le dire vite, les représentations, c'est ce avec quoi on pense. Donc, peut-être que dans notre cas, ce à quoi on pense, c'est notre cerveau, donc ça serait des états de notre cerveau. Par contraste avec les objets ou le contenu de notre pensée, ce à quoi on pense, ce qu'on pense, c'est-à-dire généralement pas des représentations, mais des objets ou des propriétés dans le monde. Et dans la mesure où on ne pense pas aux véhicules représentationnels, sauf dans de rares contextes où on fait par exemple des sciences cognitives, ça semble problématique de définir la notion de transparence en termes d'accès introspectif, puisqu'on veut pouvoir discuter de la question de la transparence des concepts sans présupposer que les concepts ne sont pas des véhicules. Alors, il y a une autre manière de comprendre la transparence, qui est en fait assez traditionnelle, qui remonte au moins aux travaux de Steven Schiffer dans les années 70. En fait, cette idée de transparence, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est surtout l'idée que l'identité ou la différence entre les concepts, c'est-à-dire leurs conditions d'individuation, comme disent les philosophes, doit capturer, doit refléter la perspective ou le point de vue du sujet, et donc doit correspondre au rôle que ces concepts vont jouer dans sa pensée, vont jouer dans sa cognition. Ce qui correspond à ce qu'on appelle, par contraste avec la transparence d'accès, une conception fonctionnelle de la transparence. Alors voici la formulation que propose Wigforss. La transparence fonctionnelle, comme elle le dit, ne concerne pas l'accès au contenu, mais n'est que la thèse selon laquelle le contenu de la pensée, on pourrait peut-être dire plus généralement les concepts, est déterminé par le rôle cognitif. Ainsi, si un sujet S raisonne comme si deux occurrences de pensée concernaient des objets distincts, donc ça serait le cas d'un sujet qui ne sait pas que Gary est Ajar, alors les pensées ont un contenu, contiennent des concepts distincts. A l'inverse, si ce sujet raisonne comme si deux composantes de pensée avaient le même contenu, alors c'est le cas. Alors, je pense que c'est le genre de conception de la transparence qu'il nous faut adopter, une conception globalement fonctionnelle, mais la manière dont certains philosophes comprennent cette notion me semble imparfaite. Donc Schiffer, dont j'avais mentionné que c'était vraiment la source, je pense, de cette idée de transparence fonctionnelle, pense que cela reviendrait à accepter, comme contrainte sur l'individuation des concepts, que des concepts sont identiques si et seulement si ils ont exactement le même rôle cognitif. Et il me semble que c'est une version un peu trop forte de la contrainte de la transparence. Alors pourquoi ? D'une part, parce que ça semble présupposer d'emblée que certaines théories des concepts, qui semblent néanmoins défendables, sont fausses. En particulier les théories dites atomistes. Une théorie atomiste, c'est une théorie qui, pour le dire vite, dit simplement les concepts ne sont pas individués par leur rôle cognitif. Donc il vaut mieux ne pas présupposer la fausseté de ce genre de théorie. Et surtout, cela va menacer la stabilité des concepts. C'est-à-dire qu'on voudrait que les concepts puissent être stables, puissent réapparaître de manière récurrente dans différentes pensées. Or, le rôle cognitif d'un concept va être extrêmement variable, puisqu'il va varier en fonction des croyances qu'on a à propos des propriétés de son référent. Donc, ils vont varier en fonction de la description qu'on se fait de son référent. Je propose donc plutôt d'adopter tout simplement la formulation suivante de cette contrainte de transparence, qui est que c'est la même chose que de dire que la coordination correspond à l'identité conceptuelle. Et je m'inspire de travaux récents d'autres philosophes qui ont aussi établi ce type de rapport, même s'ils n'utilisent pas exactement les mêmes termes. C'est-à-dire que si un sujet raisonne comme si les constituants de ses pensées
n'étaient pas coordonnés, alors ces concepts sont différents. Et s'ils raisonnent comme si ces concepts sont coordonnés, alors c'est les mêmes concepts. Donc la transparence, ça serait simplement l'idée que la coordination correspond bien à l'identité entre les concepts. Or, la coordination ne concerne qu'un aspect particulier du rôle cognitif total d'un concept. C'est donc une contrainte qui est moins forte que la contrainte de transparence fonctionnelle, du moins telle que la comprenait Schiffer, pour laquelle il fallait que tous les aspects du rôle cognitif d'un concept soient identiques. Alors, ayant dit certaines choses sur les contraintes qui pèsent sur la notion de contrainte, une question sur la notion de concept, une question qui va se poser va être celle de savoir si on peut dire quelque chose de plus substantiel sur leur nature. Quel type d'entité sont les concepts, si ce n'est simplement des postulats théoriques qui vont jouer les rôles ou satisfaire le type de contrainte qu'on vient de présenter. Et une des raisons pour lesquelles je pense que cette question se pose, c'est si on souhaite que faire appel à l'identité ou la différence entre concepts permette d'expliquer la coordination plutôt que de simplement la redécrire de manière circulaire. Alors, je vais illustrer tout de suite le problème ou la menace de circularité auquel font face certaines théories très minimales qui disent très peu de choses sur ce qu'est un concept, à part que c'est le genre de choses qui satisfait le genre de contraintes que je viens de présenter. Dans un ouvrage de 2012, Sainsbury et Tai présentent l'argument suivant. Ils disent « Le projet frégéen de faire appel à des concepts ou à des modes de présentation menace d'être circulaire. Les frégéens souhaitent pourvoir dire que le concept de Gary est différent du concept d'Ajar parce qu'on pourrait rationnellement comprendre et accepter un énoncé comme Ajar et Ajar sans comprendre et accepter un énoncé comme Gary et Ajar. Ces différences épistémologiques sont constitutives du concept. Mais ils souhaitent aussi pourvoir dire qu'on peut sans incohérence avoir l'une de ces croyances sans l'autre parce que les concepts sont différents. L'explication tourne en rond. Je pense que l'objection est assez claire. Pour reformuler ça dans les termes de cet exposé, on ne peut pas expliquer la coordination par l'identité des concepts et ensuite symétriquement expliquer l'identité des concepts simplement par la coordination. Ce qui suggère qu'il nous faut une théorie un peu plus conséquente de ce que sont les concepts. C'est là où les dossiers ou les fichiers mentaux entrent en jeu. Alors c'est une conception de certains types de concepts particuliers, ce qu'on va appeler les concepts singuliers, les concepts qui permettent de faire référence ou de renvoyer directement à des individus particuliers. Alors le modèle serait le suivant. Supposons que vous voyez l'individu suivant et vous pensez à lui. Vous pensez à lui parce que vous le voyez. Par exemple, sur la base d'une relation de perception, il est là. Et en l'écoutant, peut-être qu'il intervient dans une émission, vous commencez à former différentes croyances sur ses propriétés, vous acceptez différentes descriptions de ce personnage. Qu'il est l'auteur de La vie devant soi, qu'il est le neveu de Romain Gary, qu'il s'appelle Émile Ajar. Dans ce modèle, ce que vous avez fait, c'est que vous avez ouvert une sorte de dossier dans votre tête, un fichier mental, où vous stockez toutes ces informations. Néanmoins, ce qui caractérise ce modèle, c'est que ce qui détermine la référence du fichier, qui fait que c'est un fichier à propos d'eux ou qui fait référence à lui, cet individu que vous voyez, ça n'est pas le fait que toutes ces descriptions que vous stockez dans le fichier seraient satisfaites ou seraient vraies de cet individu. Alors, en l'occurrence, ça n'est pas Émile Ajar, qui n'est autre que Romain Gary, c'est un certain Paul Pavlovitch qui avait été payé pour jouer le rôle de Ajar lors d'émissions télévisées. Donc en fait, tout ce qui est à l'intérieur du fichier, ici, c'est faux. Néanmoins, vous êtes capable d'avoir des croyances, des opinions sur lui directement. Et donc le dossier mental vous permet ainsi de faire référence mentalement à un individu particulier à travers un lien, ce que François Recanati appelle des relations épistémiquement gratifiantes. Par exemple, la perception, les liens qui vous permettent d'avoir de l'information envers un certain individu. Alors, quel est l'avantage de concevoir ainsi
les concepts. Eh bien, l'une des raisons d'accepter ce genre de théorie, c'est que cette théorie fait une distinction systématique entre ce qu'on peut appeler le fichier lui-même ou le dossier lui-même et ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, ça serait l'ensemble des descriptions, des prédicats, des idées qui correspondent aux propriétés qui, selon vous, sont possédées par le référent. Et le fichier, comme je le disais, permet d'expliquer comment vous pouvez, de manière stable, continuer à faire référence au même individu, même si les informations, les descriptions qu'il y a dans votre fichier sont fausses, ou même si elles varient. Par exemple, là, vous avez révisé toutes vos croyances d'un coup sur l'individu que vous avez vu, mais vous arrivez quand même à avoir des pensées sur le même individu, des pensées qui sont coordonnées malgré l'instabilité, la variabilité ou la fausseté des descriptions. Et donc la stabilité des concepts et de la référence dépend de la stabilité, l'identité du fichier lui-même par rapport à ce qui est stocké à l'intérieur du fichier. Ce qui permet de rendre compte des pensées qui ont un caractère directement référentiel, c'est-à-dire notre manière de penser directement à certains individus, autrement comme simplement l'individu, quel qu'il soit, qui satisfait telle ou telle description. Et donc on peut rendre compte de cette idée de référence directe dans la pensée, tout en acceptant une thèse qu'on a parfois cru être incompatible avec l'idée de référence directe dans la pensée, qui est qu'à chaque fois qu'on pense à un objet du monde, on le fait toujours sous un mode de présentation. On pense toujours à un objet en tant que tel ou tel objet, sous une certaine perspective. Donc l'idée de fichier mental, c'est que ça fournit un modèle des concepts qui sont non descriptifs. C'est notre manière de penser aux objets en tant que tel ou tel objet, mais cette façon de penser à eux ne se résume pas à leur attribuer certaines propriétés ou les décrire mentalement de telle ou telle manière. C'est une présentation très rapide, j'espère que ça suffira pour avoir quelque idée de ce que je veux dire par dossier mental. Donc la question qui se pose, c'est celle de savoir si ces dossiers, ces fichiers mentaux, sont ou non transparents. Ben, évidemment, ça dépend de la manière dont on les individue. Ça dépend de ce qui détermine quand on a affaire au même fichier ou à des fichiers différents. Et là, il y a des débats. Il y a des manières externalistes et des manières internalistes d'individuer les fichiers. Et moi, ce que je vais essayer de montrer, c'est que des versions de chacune de ces approches, donc non seulement des versions externalistes de la théorie des fichiers, mais même des versions internalistes, en fait, menacent leur transparence. Alors la menace externaliste, je vais passer rapidement dessus parce qu'elle est maintenant assez bien connue, est la suivante: l'externalisme individue les concepts en termes de relations. Donc typiquement, c'est les relations qui déterminent leur référence. Ça pourrait être la relation épistémiquement gratifiante sur laquelle est fondé le fichier qui vous permet d'acquérir les informations que vous allez ensuite déposer à l'intérieur. Donc l'externalisme individue les concepts par des relations qui sont externes au sujet, des relations qu'il entretient avec son environnement physique ou parfois son environnement social. Et le modèle des fichiers mentaux que défend notamment François Recanati, alors ce qu'il appelle le modèle indexical, puisque c'est un modèle qui met l'accent sur le fait que les fichiers dépendent de ces relations, un peu comme les expressions indexicales du langage, comme ici ou maintenant, représentent ce qui entretient telle ou telle relation avec le locuteur. Donc l'idée, c'est qu'il y a des sortes d'indexico-mentaux, que ça serait les fichiers mentaux. Cette théorie, ce modèle indexical, est externaliste, puisque, comme l'écrit François Recanati, une occurrence de fichier dans ce modèle existe ou devrait exister seulement aussi longtemps que le sujet est dans la bonne relation à quelque entité, une relation qui lui permet de récolter de l'information concernant cette entité. Le problème est le suivant: un sujet peut coordonner des constituants de pensée de l'intérieur sans se rendre compte qu'ils correspondent à des fichiers différents, parce que cette relation peut, semble-t-il, changer sans que le sujet lui-même puisse s'en rendre compte. C'est une relation à l'environnement. On pourrait ne pas se rendre compte que sa relation à l'environnement change. De son point de vue, il est toujours dans la même relation à l'objet, mais puisque c'est une relation externe, la relation est opaque, le fichier est individué en termes de la relation, et donc le fichier hérite l'opacité de la relation elle-même. Donc l'externalisme menace la transparence des fichiers. Je ne vais pas m'étendre sur ce problème,
plutôt discuter d'un autre modèle possible des fichiers. On pourrait justement, notamment pour vouloir préserver la transparence des fichiers, proposer un modèle qui n'est pas externaliste des fichiers, qui pourrait contrer cette menace externaliste. Et donc on pourrait identifier les fichiers avec des représentations mentales au sens de véhicules internes, c'est-à-dire de considérer que ce qui fait que c'est le même fichier ou pas le même fichier, c'est indépendant des relations externes, c'est juste s'il y a encore le même véhicule représentationnel dans la tête, pour le dire simplement. Alors, ce que je veux dire par véhicule, je veux dire ce qui a un contenu référentiel ou intentionnel, mais qui peut être individué indépendamment de son contenu, qui n'est pas son contenu, dont l'identité n'est pas déterminée par son contenu. Donc l'idée est qu'une représentation mentale, c'est un peu comme un mot ou comme un symbole. Les représentations mentales ont des propriétés formelles qui déterminent si c'est la même représentation ou une représentation différente. Donc par analogie avec le fait que vous pouvez avoir différentes occurrences de symboles dont on peut déterminer s'il s'agit du même symbole au sens du même type syntaxique, du même mot, la même orthographe, indépendamment de l'interprétation sémantique qu'on donne de ces symboles. Donc c'est ça l'idée de véhicule. Alors, en prêtant des propriétés formelles ou non sémantiques aux représentations mentales, on établit un lien entre cette notion-là de représentation et l'étude empirique de l'esprit, puisqu'on peut considérer que étudier les propriétés formelles des représentations mentales, ça fait partie du travail des sciences cognitives. Une conception de ce que font les psychologues cognitifs, où partie de ce qui les intéresse, c'est d'essayer d'inférer ces propriétés formelles des véhicules mentaux à partir des différents effets psychologiques incidents qu'on observe dans des expériences qui vont fournir des indices sur la manière particulière, les moyens particuliers que l'esprit ou le cerveau met en œuvre pour accomplir telle ou telle tâche cognitive. Et de même, on peut considérer que les neurosciences, par exemple quand ils étudient la localisation de telle ou telle fonction, à un certain niveau, le niveau de l'implémentation cérébrale, étudie aussi des propriétés formelles non sémantiques, qui n'ont pas attrait à leur contenu, des représentations mentales. Donc, l'approche que je propose des fichiers mentaux dit que les fichiers sont des véhicules représentationnels en ce sens-là, et donc ils sont ultimement individués par le rôle qu'ils doivent jouer au sein de théories et de modèles dans les sciences empiriques de la cognition. Ultimement, dans l'état achevé, parfait, un jour des sciences cognitives, il y aura un certain rôle pour les fichiers mentaux, et ça nous dira ce qui compte comme le même fichier ou des fichiers différents. Les fichiers conçus de cette manière, je pense, ont notamment pour avantage d'éviter le type de menace de circularité qui se pose, disons, qui est un problème pour les approches plus minimales des concepts, les approches frégéiennes, qui ne disent pas grand-chose sur ce qu'est un concept, à part que c'est le genre de chose qui est identique quand on a affaire à de la coordination. Donc les fichiers conçus dans cette approche psychofonctionnaliste sont robustes, comme le disent certains philosophes des sciences. C'est quoi cette idée de robustesse d'une entité ? C'est on peut y accéder de plusieurs manières différentes. Il y a plusieurs modes indépendants de déterminer l'identité des fichiers, plusieurs voies d'accès à la même chose. Donc si vous pensez que quelque chose est réel, ça veut dire que vous avez plusieurs manières possibles d'accéder à la chose, de déterminer si on a affaire à la même ou à des choses différentes notamment. Et donc, dans ce genre de conception, c'est ce qu'on a pour les fichiers mentaux, puisqu'on a non seulement accès éventuellement à l'identité ou la différence entre fichiers sur la base de données introspectives ou du type de données comportementales qu'on emploie d'ordinaire dans les explications psychologiques de sens commun des données relativement superficielles qui indiquent que le penseur coordonne ses pensées, donc on regarde les dispositions inférentielles d'un sujet, mais on peut avoir des modes d'accès indépendants à l'identité des fichiers. Mais cette conception des fichiers mentaux, l'avantage de la robustesse, menace leur transparence. Pourquoi ? Eh bien, les sciences cognitives essaient d'expliquer les capacités
psychologiques, en les décomposant. On a une capacité générale au niveau personnel, quelque chose qui nous semble très simple, je ne sais pas, la vision. Et on va la décomposer en toutes sortes de sous-capacités au niveau dit subpersonnel, détection, des contours, toutes sortes de petites boîtes dans votre tête qui chacune font des tâches séparées pour expliquer la faculté qui, sinon au niveau de la personne tout entière, semble assez simple. En faisant cela, les sciences cognitives postulent des entités et des processus qui sont très différents des explications de sens commun du comportement. Ces explications ordinaires font appel à des notions comme celles de raison, de croyance, tandis que les explications empiriques de l'esprit vont s'appuyer sur des données tout à fait différentes, par exemple les temps de réaction des sujets, des choses qui leur échappent au niveau personnel, justement. Donc si on dit que ce qui individue un fichier, c'est son rôle psychofonctionnel, son rôle dans ce genre de théorie, on va inclure là-dedans la manière dont il figure dans toutes sortes de processus qui sont inconscients, qui n'ont aucun rapport avec la rationalité, qui sont irrationnels et qui sont à ce niveau de description dit subpersonnel. Si c'est le cas, rien ne garantit, a priori, rien ne garantit par définition que l'identité ou la différence entre fichiers mentaux, si on la détermine sur la base du rôle psychofonctionnel, va correspondre à ce phénomène qui est un phénomène au niveau personnel, au niveau de ce que fait la personne, de ce qui est rationnel pour la personne de faire, ce phénomène de la coordination. Donc on risque d'avoir des contre-exemples à la transparence des fichiers. Et bien sûr, une approche des fichiers directement au niveau de leur implémentation cérébrale constituerait une menace analogue contre la transparence. Alors on a une objection, disons, une menace de principe, qui se pose la question de savoir si on a des exemples empiriques qui pourraient illustrer ce genre de phénomène. Donc je vais en mentionner simplement deux qui, je pense, sont intéressants, même si les détails sont bien sûr, comme toujours dans les expériences empiriques, et puis l'interprétation est toujours discutable. Il y a toute une littérature en psychologie, en sciences cognitives, notamment dans l'étude de la vision, sur ce qu'on appelle les fichiers-objets. Fichiers-objets, ça serait des représentations mentales qui nous permettent de suivre à la trace visuellement des objets dans notre environnement. Et ces fichiers-objets, comme disent les psychologues, pourraient correspondre, semble-t-il, à une sous-espèce de ce que les philosophes appellent les fichiers mentaux, c'est-à-dire qu'ils pourraient jouer le rôle de ce qu'on appelle parfois les concepts perceptuels démonstratifs, le type de concept de cette chose qu'on voit. Quand on pense à une chose directement parce qu'on la voit, si on la montrait du doigt visuellement, on en a un concept perceptuel démonstratif. Donc une hypothèse plausible, ça serait que ces fichiers-objets, c'est ce qui joue ce rôle. Alors on a, pour étudier les fichiers-objets, on a l'idée qu'il y a une mesure expérimentale qu'on peut déployer pour savoir quand le système visuel utilise ou non le même fichier. Et c'est une mesure qui est en fait pas détectable par le sujet lui-même, c'est ce qu'on peut appeler, j'ai traduit de manière légèrement maladroite de l'anglais, les avantages prévisionnels spécifiques aux objets. Vous allez le voir tout de suite dans l'expérience suivante, mais c'est l'idée que quand on associe le même fichier objet au même objet visuel, on va être un peu plus rapide pour détecter les propriétés de l'objet. Alors je vais vous montrer tout de suite une petite vidéo du genre d'expérience en question. Alors votre tâche en tant que sujet de l'expérience, ça va être de dire si la lettre qui va apparaître à la fin de l'expérience dans une de deux petites boîtes, de deux petits cercles, est la même que n'importe laquelle des lettres qui apparaissent initialement. Alors vous allez voir tout de suite, c'est assez simple. D'accord. Il y a ces deux objets qui bougent et puis il y a une petite lettre qui réapparaît. Bon, et on demande au sujet simplement de dire si c'est la même ou pas. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est on mesure leur temps de réaction. Ce qu'on observe, c'est que les sujets détectent plus rapidement que la lettre finale est la même que n'importe laquelle des lettres initiales lorsqu'elle apparaît dans le même objet, même si l'objet a bougé. Et donc l'idée, c'est que cet avantage dans la prévision, ce petit avantage de temps de réponse, correspond à l'idée que l'information sur la lettre est stockée dans le même fichier objet plutôt que dans un fichier différent où ces fichiers objets correspondent à une représentation de l'objet lui-même plutôt par exemple qu'une représentation d'un certain lieu, d'une certaine région du champ visuel. Alors ça nous fournit une sorte de critère
c'est en tout cas le critère qui est utilisé par les sciences de la vision, pour savoir quand il y a ou non le même objet. Quand il y a ce genre d'avantage, on dit ah bah, c'est le même fichier objet. C'est l'hypothèse qu'on fait sur comment fonctionne cette partie du système visuel. Et dans la très vaste majorité des cas, si c'est par cette mesure qu'on détermine l'identité ou la différence des fichiers objets, ça correspond parfaitement au jugement intuitif fondé sur l'expérience perceptuelle consciente immédiate des sujets quant à l'identité ou la différence entre les objets qu'ils perçoivent. C'est-à-dire que l'identité des fichiers objets, mesurée de cette manière, correspond tout à fait à ce qu'on pourrait appeler la coordination perceptuelle, le fait de coordonner ces représentations perceptuelles du même objet, le représenter visuellement comme le même et ensuite former éventuellement des jugements perceptuels sur la base de ces expériences. Mais il y a une exception extrêmement intéressante dans un cas un peu bizarre. Alors, il y a, semble-t-il, un cas où il n'y a pas ce type de correspondance entre l'expérience consciente du sujet et l'identité des fichiers objets telle qu'on la mesure au moyen de ces avantages prévisionnels spécifiques aux objets. L'expérience est semblable à la suivante, sauf que vous allez voir, il se passe quelque chose d'un tout petit peu différent. Ah, ça ne marche pas très bien, pardon. Alors, est-ce que tout le monde a vu ces objets comme se traversant l'un l'autre? Oui. Donc, c'est ce que rapportent la plupart des sujets. Ils voient les objets se traversant. Mais en fait, la scène est ambiguë. Ça pourrait, en principe, correspondre à des objets qui rebondissent l'un sur l'autre, qui repartent dans les coins. Et on peut en fait faire en sorte qu'on les voit en train de rebondir. Si, par exemple, on met un son au bon moment, ça peut biaiser la manière de percevoir cette scène. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que donc, les sujets répondent en fait plus rapidement lorsque les lettres rebondissent, même s'ils jugent sur la base de leur perception consciente qu'ils se traversent. Notre manière de dire ça, c'est que d'après cette mesure inconsciente des temps de réaction, les deux fichiers objets ont rebondi l'un sur l'autre. Mais l'expérience consciente, c'est qu'ils se sont traversés. Donc, comme le disent les auteurs de cette étude, Mitroff, Scholl et Wynne, les percepts conscients de ce qui est allé où dans les scènes ambiguës dynamiques de cette sorte peuvent diverger de la correspondance calculée par le système des fichiers objets. Ou dans les termes que j'employais jusqu'ici, la coordination perceptuelle ne correspond, semble-t-il, pas à l'identité des fichiers objets. En tout cas, si on détermine celle-ci au moyen de ces avantages prévisionnels spécifiques aux objets. Alors, c'était mon premier exemple de violation possible de cette contrainte de transparence. En voici une deuxième qui est peut-être un peu plus simple à comprendre. On a fait des recherches sur la manière dont le cerveau représente les individus, et un chercheur qui s'appelle Quiroga et ses collègues a utilisé le concept de ce qu'il appelle les cellules conceptuelles. Les cellules conceptuelles, ça serait des ensembles de neurones relativement localisés dans le lobe temporel médian qui s'activent quand le sujet perçoit le même individu. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est le même individu, quelles que soient les propriétés qu'il semble avoir, ça peut être sous toutes sortes de perspectives différentes, c'est le même individu à un niveau de représentation relativement abstrait. Donc, c'est des représentations qui seraient stables, malgré des changements de description à un plus bas niveau. Donc, on pourrait faire l'hypothèse que ces cellules conceptuelles correspondraient, au niveau de l'implémentation cérébrale, à ce que des philosophes comme François Recanati appelleraient des fichiers encyclopédiques, des fichiers qui seraient stables dans la mémoire sémantique, la mémoire à plus long terme. Et il y a un cas qui est très intéressant, qui est décrit par ces chercheurs. Ils remarquent qu'un de leurs sujets a des cellules conceptuelles qui s'activent à la fois alors pour l'image de droite, mais d'autres images du même bâtiment, c'est-à-dire l'Opéra de Sydney, mais aussi pour l'image du bâtiment de gauche, qui est le temple Baha'i. Je ne sais pas trop comment on prononce, mais c'est un temple. Donc ce n'est pas le même bâtiment. Ils vont ensuite demander au sujet, ils disent, mais on a remarqué que ce qui s'active, c'est à la fois
représentation neuronale, disons, de l'opéra de Sydney et du temple. Et le sujet répond, ah bah oui, en fait, je les ai confondus, je pensais que c'était la même chose, ce qui est intéressant. Et alors, en tant que tel, ça ne fournit pas de contre-exemple à la transparence, mais étant donné ce genre de cas, on n'a pas besoin de faire un immense effort imaginatif pour imaginer le type d'expérience de pensée que proposait déjà un philosophe comme Armstrong dans les années 60. Imaginons qu'on soit absolument persuadé sur la base d'expériences répétées qu'on a vraiment trouvé enfin l'implémentation neuronale de tel ou tel concept. Et imaginons qu'on aille voir ensuite le sujet et que sa réponse en fait diverge. Donc mettons qu'on soit allé le voir et puis qu'on lui dise donc c'est le même qui s'active, donc forcément vous coordonnez vos représentations, ça doit être le même fichier encyclopédique. Il disait ah non, pas du tout. Non, pourquoi? Bon, donc on aurait une divergence dans ce genre de cas, pour imaginer ça dans les deux sens, entre le niveau de la coordination au niveau personnel et puis le point de vue en troisième personne, disons objectif des sciences neuronales futures, idéalisées. C'est quelque chose qu'on imagine, mais on est philosophe, on a le droit de faire ce genre de choses par rapport aux sciences du cerveau. Donc pour résumer, on a le conflit suivant. Si on a une théorie robuste des fichiers, c'est une théorie selon laquelle il y a plusieurs manières indépendantes, différentes, de déterminer l'identité ou la différence entre fichiers. Mais ça veut dire qu'on peut avoir d'autres moyens de déterminer si un sujet déploie le même fichier ou des fichiers différents que ceux qu'on emploie au niveau, disons, personnel pour savoir si le sujet coordonne ses pensées. Donc en particulier, dans le type d'approche psychofonctionnaliste que j'ai esquissé, on va employer les moyens en troisième personne des sciences cognitives, en plus du point de vue en première personne du sujet ou des données qui sont censées refléter ce point de vue en première personne du sujet. Donc il semble empiriquement possible que ces différentes méthodes conduisent à des résultats divergents et donc que les fichiers puissent finalement ne pas être transparents. Alors j'ai toutes sortes de discussions critiques et de réponses à des objections. Je vais peut-être passer un peu plus vite sur certaines d'entre elles. Toutes sortes d'objections possibles. Alors une objection serait le genre de réponse que pourrait faire le regretté Jerry Fodor, qui consiste à faire appel à la notion de réalisabilité multiple. Selon Fodor, les états et processus intentionnels sont multiplement réalisés par les états computationnels. Les états et processus computationnels sont multiplement réalisés par des états neurologiques. Et pour autant que je sache, les états neurologiques sont multiplement réalisés par des états biochimiques. C'est un grand mystère, et pas seulement en psychologie, pourquoi tant de types différents de phénomènes de niveau inférieur convergent pour sous-tendre les mêmes généralisations de haut niveau. Donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas réduire un niveau à d'autres niveaux, faire des distinctions entre niveaux, et le rapport entre niveaux est celui de cette réalisabilité multiple du niveau supérieur au niveau inférieur. En quoi ça fournit une réponse à ce type d'objection? On pourrait dire différents véhicules au niveau, par exemple, computationnel, supposons que ce soit le niveau des fichiers objets, ou au niveau neurologique, par exemple les cellules conceptuelles, correspondraient à de multiples réalisations du même fichier au niveau personnel. Et en disant ça, en rejetant finalement l'aspect réductionniste de la théorie, on pourrait préserver la transparence. Alors je ne crois pas que ça marche tout à fait. Le problème est que, dans le genre d'exemple qu'on a vu, ce qu'on a n'est pas simplement des critères d'individuation plus fins que la coordination, mais des résultats qui sont vraiment incompatibles. C'est-à-dire, on n'a pas un cas simplement où on aurait différents fichiers objets qui correspondraient à de la coordination, c'est-à-dire le même fichier mental dans cette manière de voir les choses, mais à la place, on a le même fichier objet qui semble correspondre à des concepts démonstratifs perceptuels différents. Ça va dans l'autre sens. Donc, pour employer un terme du jargon philosophique, ce qu'on a, c'est un échec de la survenance des fichiers mentaux sur ce qui serait hypothétiquement correspondre à leur réalisation au niveau subpersonnel. Et donc, on ne peut pas répondre à un échec de la survenance en faisant appel à la réalisabilité multiple. Plus généralement, si vous voulez une réponse plus simple, des données comme celles que j'invoquais de chercheurs comme Quiroga tendent à remettre en cause cette thèse de la
réalisations multiples des concepts, au moins quand il s'agit du même sujet. Ce n'est pas à travers des sujets différents, mais chez la même personne. Alors, une autre objection consiste à dire que la transparence peut être préservée une fois qu'on se rend compte que les véhicules sont individués par leur rôle computationnel. L'idée est la suivante. L'idée des véhicules est déterminée par leur rôle dans les processus mentaux. Être le même véhicule, c'est tout simplement être traité comme le même véhicule dans les computations qu'effectue l'esprit ou le cerveau. Or, pour qu'il y ait une violation de la transparence, ce qu'il faudrait, c'est que des véhicules différents soient traités dans des computations ou dans des processus comme s'ils étaient identiques ou l'inverse. Mais c'est impossible puisque pour des véhicules, être traités comme identiques ou différents dans les processus mentaux, ça n'est qu'être identique ou différent, ça revient au même. Donc si jamais on avait par exemple des différences entre véhicules qui ne correspondaient pas à des différences dans la manière dont ils sont traités, dont ils sont considérés par des processus, tout ce qu'on a, c'est des variantes notationnelles, et donc on n'a pas vraiment des cas de violation de la transparence. Et certains philosophes, alors dont Fodor ou une philosophe qui s'appelle Susan Schneider, ont défendu ce genre de position et ont dit qu'adopter la théorie selon laquelle les concepts sont individués par leur rôle computationnel total, tout leur rôle computation, le rôle qu'ils jouent dans toutes les opérations du cerveau, garantirait leur transparence. Alors on note que ça pourrait menacer très sérieusement la stabilité des concepts, mais Schneider, quant à elle, est prête à simplement accepter cette conséquence qui, moi, me paraît un peu plus problématique. Pour ma part, je n'accepte pas cette objection pour l'idée suivante. Je rejette la prémisse selon laquelle, pour qu'il y ait une violation de la transparence, il faut que des véhicules différents soient traités comme s'ils étaient identiques, ou l'inverse. Puisque, pour qu'il y ait une violation de la transparence, il suffit que des véhicules différents soient coordonnés, c'est-à-dire traités comme si leurs référents étaient identiques, ou l'inverse, et ce n'est pas la même chose. Pour le dire rapidement, ce type d'objection repose sur une confusion entre l'identité des représentations et la représentation de l'identité au sens de coordination. En général, ce n'est pas vrai que représenter une certaine relation entre des objets, par exemple le fait qu'ils succèdent dans le temps, consiste en ce que les représentations de ces objets, les véhicules, soient dans cette relation. Par exemple, que les véhicules eux-mêmes se succèdent dans le temps. Et il n'y a pas de raison a priori qui suivrait d'une théorie computationnelle de l'esprit, par exemple, pour laquelle il devrait en être autrement quand la relation entre référents en question est l'identité. Donc une manière de résumer ma réponse, ça consiste à dire que même si les véhicules sont individués effectivement par leur rôle computationnel, la coordination pourrait très bien correspondre à une autre relation entre véhicules que l'identité. On pourrait imaginer que coordonner des véhicules mentaux, ça consiste par exemple à les activer de manière synchronisée, alors que c'est des véhicules de type distinct. Dans la mesure où ça, c'est simplement concevable, on ne peut pas faire appel à la manière dont seraient individués les véhicules mentaux par leur rôle computationnel pour réfuter la possibilité même d'exception à la transparence. Alors j'appelle ça la réponse millikantienne parce que c'est une combinaison d'idées de la grande philosophe Ruth Millikan et le philosophe Emmanuel Kant. Alors une autre objection peut-être plus simple, j'espère que celle-là n'était pas trop difficile à suivre. Objection plus simple, j'avais appelé ça l'objection des mauvais candidats, ça consiste à dire que les fichiers mentaux, c'est une notion théorique et ils sont définis par les rôles qui jouent dans nos théories, les rôles qui sont censés jouer dans les explications, et donc les contraintes qui doivent satisfaire. Supposons que les fichiers objets ou les cellules conceptuelles ne satisfont pas ces contraintes, par exemple, ne sont pas transparents. La conclusion à en tirer, c'est juste que les fichiers mentaux ne sont pas les fichiers objets ou les cellules conceptuelles. Sont de mauvais candidats pour remplir ces rôles. Et donc, il n'y a pas de contre-exemple à la transparence. Alors, on va voir dans quelques minutes que, en fait, j'accepte une grande partie de cette objection, mais je vais quand même la préciser un peu et puis ensuite protester. Dans une expérience comme celle de Mitrov et ses collègues, il y a, après tout, des percepts conscients dont l'identité semble diverger de celle des fichiers objets qui opèrent à un niveau inconscient. Et donc, l'esprit de cette objection consisterait à dire pourquoi on n'identifie pas les fichiers mentaux démonstratifs perceptuels avec les représentations quelles qu'elles soient, dont l'identité correspond à celle des percepts du sujet. Ça permettrait de préserver la transparence. Et donc une version plausible de ce genre de position
consisterait à dire que les fichiers conscients sont transparents et dire que les fichiers mentaux au sens des philosophes, c'est le sous-ensemble des fichiers au sens des psychologues qui se trouvent être conscients. Alors, je vais commencer par répondre à cette version-là de l'objection des mauvais candidats. Le fait qu'un sujet perçoive un objet comme identique, ou qu'il y ait de la coordination perceptuelle, c'est justement ce que la théorie est censée expliquer. Ce n'est pas quelque chose auquel on peut faire appel dans notre explication. Et donc je pense qu'on ne peut pas simplement présupposer qu'il y a nécessairement des fichiers dont l'identité correspond à la coordination des percepts, sans en même temps vider la notion d'une grande partie de son pouvoir explicatif. En particulier, rien ne nous dit que les fichiers conscients forment ce qu'on peut appeler une espèce naturelle de représentation. C'est-à-dire que les fichiers objets inconscients pourraient être semblables en tout point pertinent pour l'explication psychologique aux fichiers mentaux conscients, si ce n'est qu'ils ne sont pas conscients. Si c'est la situation, refuser d'appeler les fichiers objets inconscients des fichiers mentaux, c'est simplement, à mon avis, une sorte de manœuvre terminologique ad hoc pour préserver artificiellement la transparence des fichiers. C'est un début de réponse, mais néanmoins, comme je l'ai annoncé dans les quelques minutes qui me restent, je vais néanmoins défendre une version, je crois, plausible, modeste de la transparence. Donc ce que j'ai essayé de montrer jusqu'à présent, c'est que si on veut maximiser le pouvoir explicatif des fichiers, on a intérêt à ce qu'il soit le plus robuste possible et que cela nous conduit à rejeter l'idée que la non-transparence d'un type de représentation suffise par définition à distinguer ces représentations des concepts ou des fichiers mentaux. Pour dire ça autrement, si on veut décider l'extension du terme technique fichier mental, à mon avis, la procédure à suivre, c'est une sorte d'équilibre réflexif entre les contraintes initiales données par les philosophes sur les concepts et puis la prise en compte des diverses données empiriques. Mais dire tout ça n'empêche pas de maintenir une version plus modeste de la transparence, c'est-à-dire qu'on peut considérer l'idée que la coordination correspond à l'identité conceptuelle, dans ce cas-là l'identité des fichiers, comme une sorte d'hypothèse heuristique plausible qui peut guider notre recherche empirique concernant les véhicules de la pensée singulière et les mécanismes de la coordination. On peut notamment, ça se discute, choisir de préserver l'autorité de la première personne, c'est-à-dire qu'il y a une part de vérité dans l'objection des mauvais candidats. Si jamais on découvre que certaines représentations ne sont pas transparentes, ça fournit un argument puissant contre l'identification de ces représentations avec des fichiers mentaux. Et je serais le premier à admettre qu'il est fort difficile de trouver des mesures indépendantes, objectives, en troisième personne de l'identité des fichiers, dont on peut supposer qu'elles sont aussi fiables que simplement, par exemple, d'aller voir le sujet, lui demander ce qu'il considère ou perçoit comme le même objet, c'est-à-dire les données qu'on utilise pour voir si ses pensées sont coordonnées. Donc, en l'état actuel très imparfait de nos connaissances, on pourrait, à mon sens, légitimement décider de traiter les rapports des sujets ou toutes les données qu'on estime refléter le point de vue subjectif conscient du sujet comme faisant autorité quant à la détermination de l'identité des fichiers sous-jacents. Donc, on préserverait ici une thèse légèrement plus faible que la transparence, qui est simplement l'autorité de la première personne sur l'identité ou la différence de ces concepts. Il y a aussi une part de vérité dans l'objection que j'ai présentée de l'individuation des véhicules par leur rôle computationnel. Alors, quelle est la part de vérité dans cette objection? C'est que l'identité entre véhicules est en fait une relation très particulière qui joue un rôle particulier si on accepte une théorie computationnelle de l'esprit. Puisque c'est la seule relation entre véhicules mentaux qui est garantie plus ou moins par définition d'être ce que Nietzsche appelle exploitable. C'est-à-dire qu'on est sûr que le fait que les véhicules soient identiques ou différents, c'est quelque chose qui peut jouer un rôle causal dans les processus mentaux. Forcément, les processus mentaux vont être sensibles à l'identité ou la différence des véhicules, puisqu'on interdéfinit en fait les véhicules et les processus. Si on accepte cette idée, qui me paraît difficile à rejeter, on devrait accepter que représenter l'identité des objets, l'identité entre référents, par l'identité entre certains véhicules, serait un moyen très commode de résoudre un problème
qu'a dû résoudre l'évolution naturelle quand elle fabriquait des machines humaines, c'est-à-dire de trouver un mécanisme permettant la coordination des pensées. Une solution très simple, c'est de dire on va représenter l'identité du référent par l'identité du véhicule. Donc il paraît plausible que la relation d'identité entre fichiers soit effectivement, puisqu'elle est nécessairement exploitable, exploitée pour une tâche comme la coordination. Donc si on accepte tout ça, on peut dire que la transparence des fichiers n'est pas une sorte de contrainte définitionnelle qui est vraie a priori à propos de l'individuation des concepts, mais c'est simplement une spéculation empirique sur la nature des mécanismes qui pourraient sous-tendre la coordination à un niveau très abstrait. De plus, toutes les données qu'on a, et notamment celles que j'ai présentées brièvement, sont pour l'instant, selon moi, entièrement compatibles avec l'affirmation selon laquelle les fichiers sont transparents. En quel sens ? On peut interpréter les fichiers sont transparents comme un énoncé dit générique. Ce qu'on veut dire, ce n'est pas que tous les fichiers absolument dans tous les cas sont transparents, mais que, en général, les fichiers sont transparents. En effet, l'expérience de Mitrov et ses collègues, et ce qui est intéressant dans cette expérience, ce qui est malin dans l'expérience, c'est qu'il a fallu construire une scène ambiguë très très compliquée, des conditions invalides écologiquement, qui ne ressemblent pas aux contextes normaux de la perception, pour trouver un contre-exemple. Et donc on pourrait tout à fait continuer de dire que les fichiers objets sont normalement, quand tout va bien et que l'environnement est normal, transparents. Ce qui veut dire que les exceptions à la transparence doivent être expliquées. Mais on peut les expliquer. Donc Mitrov et ses collègues expliquent dans leur cas l'apparente exception à la transparence par le fait qu'il y a une contrainte de solidité dans le sous-système des fichiers objets. On traite les objets comme solides du point de vue perceptuel, et donc ils ne peuvent pas se traverser l'un l'autre. On a des raisons indépendantes de penser qu'il y a ce genre de contrainte. Une fois qu'on a compris comment fonctionne ce système des fichiers objets, on comprend pourquoi un sujet qui attribuerait des propriétés contradictoires à ce qui lui semble, perceptuellement parlant au niveau conscient, être le même objet, ne serait pas anormal, irrationnel, pourquoi son fonctionnement cognitif serait absolument normal. Et donc, on parvient très bien à prédire et expliquer son comportement. Donc je pense que si notre but, c'est l'explication psychologique, ce genre de modèle, où les fichiers sont génériquement transparents, il y a parfois des exceptions, mais on peut les expliquer indépendamment, est tout aussi explicatif qu'un modèle qui dit les fichiers sont par définition toujours nécessairement transparents. Alors néanmoins, il y a peut-être ici des gens qui protesteraient, et j'en ai presque fini. Une réponse possible à cela serait de dire peut-être que des concepts qui sont seulement génériquement transparents suffisent pour l'un des rôles des concepts, c'est-à-dire expliquer causalement le comportement. Mais il y a une autre fonction des concepts qui est l'évaluation épistémique, c'est-à-dire un projet qu'on peut considérer comme normatif, qui est de dire quand est-ce que les sujets sont rationnels, quand est-ce qu'ils sont irrationnels, quand est-ce qu'ils raisonnent ou pensent comme ils doivent raisonner ou penser. Et on pourrait, ce n'est pas vraiment ma position, mais je conçois qu'on puisse dire que pour jouer ce rôle normatif, on ne peut pas tolérer ne serait-ce que quelques exceptions possibles à la transparence. Il doit être absolument transparent. Si on dit cela, ma position consisterait à dire, dans ce cas, distinguons deux notions de concept. Il y aura une notion de concept qui serait pertinente pour l'explication psychologique, par exemple pour faire des sciences cognitives, pour faire de la philosophie, quand ce qui nous intéresse, c'est le projet, disons, de décrire les causes du comportement. Et il y aurait une autre notion qui serait plus pertinente pour les besoins de la théorie de la connaissance. Mais on peut très bien articuler les deux notions. Les concepts parfaitement transparents postulés par les théoriciens de la connaissance, qui pourraient éventuellement se postuler par le sens commun, je ne me prononce pas sur la question, seraient simplement une sorte d'idéalisation commode qu'on obtient en ignorant, laissant de côté les rares exceptions à la transparence des fichiers en tant que véhicule psychologique réel. Donc, pour conclure, il me semble que l'approche la plus fructueuse des fichiers mentaux doit concilier les rôles traditionnels que jouent les concepts en philosophie et le fait de les inscrire au sein de recherches empiriques sur la cognition, de manière à permettre qu'ils soient robustes au sens où j'employais ce terme. Et d'après moi, un tel équilibre peut être atteint si on a la conception modeste de la transparence que j'ai présentée, c'est-à-dire comme une hypothèse qui est néanmoins très plausible
et qui pour l'instant semble, au moins en un sens générique, confirmé. Mais pour continuer de progresser, je crois que nos recherches futures sur les fichiers mentaux, sur les dossiers mentaux, devront donc continuer à faire dialoguer la philosophie, comme les travaux de François Recanati, et les types de travaux que j'ai mentionnés sur les fichiers, ou d'autres recherches très intéressantes qui sont faites par différents chercheurs en sciences cognitives, comme par exemple l'équipe de Joseph Berner, qui s'inspire de Recanati pour ensuite créer des expériences. Et donc pour moi, c'est effectivement la direction dans laquelle il faut aller pour étudier les fichiers mentaux, et c'est ce que permettrait ce genre de conception de la transparence. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.